Oméga 3, les oméga 3. Oméga 3 et alimentation végé. Est-ce que tu risques des carences? Et la supplémentation, est-elle vraiment nécessaire? Comme d'habitude, la réponse n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Alors faisons le point. Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Et aujourd'hui, je te propose un épisode de la série Nutrition où on va aborder dans un format un peu plus court un nutriment pour essayer de faire le point à son sujet. Disclaimer, les infos et les chiffres que je te donne dans ces épisodes sont le reflet à un instant T de mes connaissances et de mes recherches en tant que diététicienne nutritionniste. Mais il y a régulièrement de nouvelles recommandations en nutrition. Des études sortent tous les jours, invalidant ou confirmant ce qu'on pensait savoir. Donc, je t'invite à conserver une écoute critique et à ne pas hésiter à consulter les sources sur lesquelles je m'appuie et que je donnerai dans les descriptifs de chaque épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je reprends les bases pour t'expliquer le rôle des acides gras dans ton corps et pourquoi certains d'entre eux doivent absolument être présents dans ton assiette. On parlera des différences entre oméga 6 et oméga 3, de la fameuse conversion de l'ALA en DHA et surtout des recommandations de l'ONAV sur la supplémentation. Je te partagerai enfin des conseils concrets pour ajuster tes apports au quotidien. Quelles huiles choisir, quelles graines privilégier et dans quelle situation une complémentation peut être utile. Alors si tu veux enfin y voir clair sur la place des oméga 3 dans une alimentation végétale, reste avec moi, c'est exactement ce qu'on va démêler ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer, un petit rappel de biochimie s'impose. Dans une alimentation équilibrée, on retrouve des aliments gras, c'est-à-dire qui contiennent des lipides. Ils ont tendance à avoir mauvaise réputation, mais vraiment, ils ont des rôles importants dans l'organisme. Ils ont un rôle de réserve d'énergie, évidemment, un rôle de structure pour les membranes de tes cellules, mais ils ont aussi une activité biologique comme la régulation de plusieurs fonctions physiologiques, les hormones, l'assimilation de certaines vitamines, etc. Ces lipides ingérés sont pour la plupart des triglycérides, c'est-à-dire des molécules composées de 3 glycérols et sur chacun de ces glycérols est rattaché un acide gras. Ces acides gras, en fonction des aliments, vont avoir des configurations et donc des impacts sur l'organisme très différents. Je développe et accroche-toi à ton siège parce que ça va être intense. Oh my God! Les acides gras peuvent être saturés. Et ceux-là ne sont pas considérés comme indispensables car ils peuvent être synthétisés par le corps humain. On distingue les acides gras saturés à chaîne courte et moyenne qu'on retrouve principalement dans la matière grasse du lait animal comme le beurre, le fromage, etc. mais aussi dans les matières grasses végétales solides comme la margarine ou la noix de coco. Ces acides gras saturés n'ont a priori pas d'effet délétère connu. Et il y a les acides gras saturés à chaîne longue qu'on retrouve dans l'huile de palme, l'huile de coco, la matière grasse animale type saindoux, graisse de canard, etc. Et eux par contre sont réputés athérogènes en cas d'excès. C'est-à-dire que s'ils sont consommés en trop grande quantité, ils vont favoriser la création de plaques sur la paroi des artères avec un risque à long terme de les boucher. Ils sont aussi hypercholestérolémiants, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer un excès de cholestérol dans le sang. Attention, il ne s'agit pas de diaboliser ces acides gras. Je le répète, c'est l'excès qui pose problème, comme à peu près tout le temps en nutrition. Donc ça, c'était la catégorie des acides gras saturés. Maintenant, je vais aborder les acides gras insaturés. Ils sont répartis en 2 catégories. Les acides gras monoinsaturés, AGMI, ils peuvent eux aussi être synthétisés par le corps humain. Le principal AGMI qu'on retrouve dans l'alimentation est l'acide oléique, c'est un oméga 9. Et ses principales sources sont l'huile d'olive ou de colza. Il est réputé anti-athérogène, c'est-à-dire qu'il va empêcher la formation des plaques dans nos artères, et hypocholestérolémiant, c'est-à-dire qu'il fait baisser le taux de cholestérol dans le sang. C'est pour ça qu'on conseille ces huiles dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
La deuxième catégorie, c'est celle des acides gras polyinsaturés, AGPI. Ils peuvent être à chaîne courte, le corps ne peut pas les synthétiser, donc il faut forcément les apporter par l'alimentation. Les deux qui nous intéressent sont l'acide linoléique, qui est un oméga 6, et les oméga 6 ont des qualités hypocholestérolémiantes et pro-inflammatoires. On en trouve dans l'huile de pépins de raisin, de tournesol, de maïs, de sésame, etc. Il y a aussi l'acide alpha-linolénique, ou ALA, qui est lui un oméga 3, et les oméga 3 vont avoir tendance à diminuer le taux de triglycérides dans le sang, diminuer l'insulinorésistance, prévenir les maladies neurodégénératives et ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Avec cette liste de qualités, je pense que tu as capté l'intérêt de consommer des oméga 3. On trouve de l'ALA dans les végétaux comme l'huile et les graines de lin, les graines de chia, l'huile de colza, les noix, etc. Il y a ensuite les AGPI à chaîne longue. 2 hours later. On trouve d'abord l'acide arachidonique. C'est un oméga 6 qui peut être synthétisé par le corps humain à partir de l'acide linoléique qui est un oméga 6 à chaîne courte. On en trouve dans les œufs, les abats, etc. Il y a aussi l'EPA qui est un oméga 3 qui peut être synthétisé par le corps humain à partir d'ALA. Et enfin le DHA qui est lui aussi un oméga 3 qui peut être synthétisé à partir de l'EPA et donc indirectement à partir d'ALA. Sauf que le pourcentage de conversion d'ALA en DHA est très variable et il peut être très faible dans certains cas. L'ANSES est parti d'un taux moyen de 1% de conversion, alors qu'en fonction de différents paramètres comme le poids, le sexe, la consommation régulière ou non de produits riches en oméga 3, celui-ci varierait entre 0,5 et 10%. On retrouve l'EPA et le DHA dans les huiles de poisson, les poissons gras et une microalgue, le Schizochytrium. Si tu es toujours là, bravo, le plus dur est passé, c'est promis. Juste une dernière chose à comprendre avant de passer à la suite, c'est que ce sont les mêmes enzymes de notre corps qui vont convertir les AGPI à chaîne courte en AGPI à chaîne longue, et ce qu'il s'agisse d'oméga 6 ou d'oméga 3. Donc en fait, il risque d'y avoir une compétition entre les oméga 3 et les oméga 6 à ce niveau-là. Voilà, c'est fini pour la partie biochimie. On prend une grande inspiration et on enchaîne avec les recommandations. Une alimentation majoritairement ou exclusivement végétale, à condition d'être équilibrée, permet d'apporter des sources d'AGPI à chaîne courte qui sont indispensables et qui sont aussi précurseurs des AGPI à chaîne longue. Ces besoins sont assez vite couverts, voire dépassés pour les oméga 6, mais ce n'est pas toujours le cas pour les apports en ALA. Par contre, celles-ci apportent peu, voire pas du tout de PA et de DHA. Et je le rappelle, le taux de conversion d'ALA en DHA est très variable d'un individu à l'autre. C'est pour cette raison d'ailleurs que quand on fait des analyses chez l'être humain sur la teneur en DHA mesurée dans le sang, le lait maternel ou dans les membranes cellulaires et qu'on compare, le statut en DHA est significativement inférieur chez les végétariens et végétariennes et encore plus chez les végétaliens et végétaliennes par rapport à celui de personnes consommant des aliments riches en DHA. Est-ce que pour autant cela présente un risque pour la santé des populations végées ? Autrement dit, est-ce qu'on doit se supplémenter ? C'est une bonne question. Eh bien, pour te répondre, je vais me référer au document fourni par l'ONAV qui s'intitule justement « Faut-il se complémenter en DHA lorsqu'on végétalise son alimentation ?» Tout d'abord, il faut savoir que des recommandations faites par l'ANSES existent pour les enfants, les adultes, etc. Elles sont établies pour la population générale française à laquelle on recommande déjà de consommer plus de fruits et légumes, de légumineuses, d'huile végétale et moins de viande rouge, de charcuterie, de produits sucrés et salés, etc. Bref, une population qui présente des risques en termes de santé qu'on retrouve moins dans les populations végées qui ont finalement une alimentation plus proche des recos que la population générale. C'est un paradoxe dont j'avais déjà parlé dans le tout premier épisode du podcast sur mon parcours d'étudiante végane en diététique. Quoi qu'il en soit, l'ANSES recommande donc de consommer de l'huile de colza ou de noix et 2 poissons par semaine, dont un gras, justement pour couvrir ses besoins en DHA et protéger cette population générale des risques cardiovasculaires, de dégénérescence maculaire liée à l'âge, de dégradation du système nerveux, etc.
Or, le document de l'ONAV rappelle que les études épidémiologiques ne rapportent pas de risque cardiovasculaire augmenté chez les VG, malgré leur taux sanguin plus bas en DHA, mais qu'en plus, les alimentations végétariennes et végétaliennes sont considérées par certaines sociétés savantes américaines comme favorables à la santé cardiovasculaire, sans complémentation en EPA ou DHA. Elle rappelle aussi que pour ces populations, les données sont très rassurantes concernant les autres risques liés à une faible consommation de DHA, tels que les risques du syndrome métabolique, du diabète, de l'obésité, des maladies neuropsychiatriques, de cancer du sein et du côlon, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et aussi au sujet de la santé mentale. L'ONAV distingue donc 2 cas de figure dans ses recommandations. Premièrement, pas de complémentation nécessaire pour les enfants après 6 mois, les adolescents, adolescentes et les adultes. Et je cite, « L'état actuel des connaissances ne permet pas d'affirmer qu'il est nécessaire de se complémenter en DHA lorsqu'on végétalise partiellement, voire totalement son alimentation. Il faut quand même s'assurer que les apports en ALA sont suffisants avec la consommation régulière d'huile de colza, de cameline, de lin, de graines de lin moulu et autres bonnes sources alimentaires d'oméga 3. Deuxièmement, la complémentation est conseillée pour les enfants jusqu'à 6 mois, les personnes enceintes et allaitantes et les personnes qui ont plus de 6 mois mais qui consomment peu d'ALA par l'alimentation. Cette complémentation en DHA peut se faire à partir d'extraits de microalgues, le Schizochytrium, et dans des proportions conformes aux recommandations de l'ANSES pour la population générale, c'est-à-dire de 0 à 6 mois, 0,32% des lipides de la préparation pour nourrissons, de 6 mois à 3 ans, environ 70 mg par jour, de 3 à 9 ans, 125 mg par jour, et pour 10 ans et plus, 250 mg par jour. L'avantage de la complémentation, c'est qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ses apports en ALA. L'inconvénient, c'est que la complémentation en DHA représente un certain coût. Petit focus sur les enfants. Le document de l'ONAV rappelle que les préparations pour nourrissons ou premier âge jusqu'à 6 mois et les préparations de suite ou deuxième âge jusqu'à 1 an, vendues en Europe, sont depuis le 22 février 2020 obligatoirement enrichies en DHA à hauteur de 20 à 50 mg pour 100 kcal. Cela permet de garantir un apport en DHA supérieur ou égal aux recommandations françaises, au moins jusqu'à l'âge de 1 an, en se basant sur une consommation minimale de 500 ml par jour de préparation pour nourrissons ou préparation de suite. Et ce, qu'il s'agisse de préparation à partir de lait animal ou de lait végétal. Par contre, attention, le DHA incorporé à ces préparations n'est pas toujours d'origine végétale. Passons maintenant aux conseils pratiques pour les VG. Premièrement, il faut chercher à limiter ces apports en oméga-6 à chaîne courte qui sont généralement largement couverts et qui, comme je le disais au début de l'épisode, entrent en compétition avec l'ALA pour être convertis en AGPI à chaîne longue. Attention donc surtout à l'huile de tournesol qui est riche en acide linoléique et qu'on retrouve très souvent dans les plats préparés ou biscuits industriels. Deuxièmement, il faut augmenter ses apports en ALA pour maximiser ses chances d'être converti en EPA et DHA. Il faut donc s'assurer de consommer au moins une fois par jour une cuillère à café d'huile de lin ou alors une cuillère à soupe de graines de lin ou de chia, idéalement fraîchement moulues, ou encore une cuillère à café et demie d'huile de cameline ou encore 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Troisièmement, il faut savoir que les oméga 3 sont fragiles et sensibles à la chaleur et à la lumière. Donc, il vaut mieux conserver vos graines et vos huiles au frais et à l'abri de la lumière, donc idéalement au frigo. Et enfin, quatrièmement, s'il n'est pas possible pour toi de suivre ces consignes, dans ce cas, une complémentation en oméga 3 à chaîne longue peut être envisagée. Je t'invite à en parler à un ou une médecin, si possible formé aux alimentations végétales, pour bien te conseiller. Je sais, ça fait beaucoup d'informations. Donc si tu n'as pas eu le temps de tout noter ou que ce n'est pas encore très clair pour toi, j'ai préparé un joli petit document récapitulatif en bonus de cet épisode que tu peux télécharger sur le lien fourni dans le descriptif. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur ma page Magali le dos de la cuillère ou par mail à l'adresse coucou@ledosdelacuillère.fr.
Schizochitrium. Ça ferait un bon nom de groupe de métal. On est Schizochitrium. We are fucking Schizochitrium. Schizo fucking Chitrium. Oméga 3, les oméga 3, les oméga. L'octave dessus. Les oméga 3, les oméga 3, les oméga. Oméga 3. C'est pas facile. Ça va, c'est pas too much?